Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de Winston Churchill et sa relation avec l'Orient. Alors que la chute du Troisième Reich s'annonce, Hitler a toujours négocié le Moyen-Orient, laissant l'Africa Corps seul face aux Anglais. Cette région fut bien sûr le seul théâtre où l'Allemagne n'a jamais eu l'initiative. Vous voulez en savoir plus sur l'Orient et Winston Churchill? Venez avec moi. Le bouleversement géopolitique provoqué par la Première Guerre mondiale a sans doute été un facteur important de cette recomposition toponymique, tout comme la chute de l'Empire ottoman. Les guerres balkaniques de 1912-1913 s'étant terminées par un recul important de l'Empire ottoman en Europe, voire son quasi-retrait. Mais sa défaite en 1918 provoque sa disparition totale en 1923 et permet l'émergence des pays arabes. En 1939, les Alliés contrôlent le Moyen-Orient, anciennement ottoman, au travers de mandats de la France en Syrie et au Liban, du Royaume-Uni en Palestine et en Transjordanie. En 1920, la France et le Royaume-Uni reçoivent mandat de la Société des Nations de conduire les anciens territoires ottomans à l'indépendance. Mais ils renaclent à conduire les réformes politiques et économiques et pérennisent leur tutelle. Le royaume d'Irak a obtenu de Londres son indépendance en 1932, mais moyennant un traité d'alliance garantissant le contrôle du pétrole et des bases militaires. Il en va de même pour l'Égypte, indépendante en 1922, mais demeurant militairement sous la tutelle britannique. La principale inquiétude anglaise réside dans les nationalismes arabes et sionistes naissants, à l'origine d'affrontements en Palestine avant la guerre que Londres ne contient qu'en jouant des clans et des communautés religieuses. Et rien de tel côté allemand, la brève influence germanique du début du siècle n'est plus qu'un souvenir. Hitler manque de spécialistes, de relais, de cinquième colonne, et plus que tout d'appétence pour la région. En 1940, la défaite française change la donne. Le Levant fichiste devient pour Churchill une épée pointée vers le flanc de l'Empire, alors même que l'Italie menace l'Égypte et que les revers risquent d'encourager les nationalismes locaux. Lâcher du lest pour se concilier les Arabes serait une option dont le premier britannique ne veut pas, les jugeant incapables de s'organiser et inoffensifs. À court terme, il a raison. Aucune émeute en Égypte ni en Palestine, même lorsque le mufti de Jérusalem, Amin el-Husseini, champion du nationalisme, réfugié en Irak puis en Allemagne fin 1941, les encourage. Londres joue des dissensions internes, tandis que les SOE arrosent généreusement les élites influentes. Le SOE est créé en juillet 1940 pour des opérations secrètes en Europe occupée. En soutien des résistants, il disparaît en 1946. La fascination portée aux rares germanophiles occulte la partie du monde arabe, qui pense qu'une alliance avec la Grande-Bretagne permettra de mieux négocier à la fin de la guerre. À Berlin, Joachim von Ribbentrop, premier diplomate du Troisième Reich, rêve de rallier les nations indépendantes ou à défaut de fomenter des troubles. Mais la concurrence des services, affaires étrangères, Adver, SD, le Adver et le SD sont les services de renseignement de l'armée et de la SS, rendent la tâche d'autant plus insurmontable que les experts n'y croient pas. Le vrai esprit nationaliste est inconnu parmi les tribus syriennes, qui constituent un conglomérat incohérent et en général peu attrayant des races et des religions totalement pourries. Se pince le nez le diplomate Rudolf Rahn. Hitler sceptique n'envisage rien avant d'avoir liquidé l'Union soviétique. Il ne veut heurter ni Vichy, ni les ambitions impérialistes du Duce, ni faire du nazisme un outil d'émancipation. Les Arabes sont reçus avec tiédeur, le MUFI n'obtenant jamais la déclaration officielle appuyant la création d'un grand État arabe qu'il sollicite. L'Allemagne n'a pas de plan de déstabilisation du Moyen-Orient et ses rares tentatives sont des échecs totaux. C'est donc avec circonspection qu'est accueilli le putsch irakien du 2 avril 1941, dont le leader Rachid Ali al-Jalani, nationaliste, mais déçu de ses contacts avec Berlin en 1939, n'envisage plus de rejoindre l'Axe. Au Caire, le général Wavell, est commandant en chef des troupes britanniques au Proche-Orient, et estime n'avoir affaire qu'à une révolution de palais, ce que confirment les renseignements et les diplomates, assurant pouvoir renverser Rachid Ali pacifiquement en quelques mois. Mais pour Churchill, le prétexte d'un double jeu irakien est l'occasion d'assurer ses positions au moment où débute l'offensive du maréchal Rommel en Libye et que la Wehrmacht balaie les Balkans. Pas de risque ni de demi-mesure. Dès le 8 avril, il ordonne l'envoi d'un corps expéditionnaire. Rachid Ali a beau multiplier les gestes de bonne volonté, rompre avec l'Italie,
promettent de respecter les traités et le libre passage des troupes anglaises. Le ton monte et le 17 avril, les putschistes se résolvent à faire appel à Berlin pour les aider contre les Britanniques. L'offensive britannique débute le 2 mai et il faut attendre le 13 pour qu'Hitler arrache l'accord de Vichy, envoie 2 douzaines d'appareils de la Luftwaffe aux couleurs irakiennes via le Levant français. Les problèmes logistiques et la mauvaise volonté des militaires empêchent un effort plus soutenu. Le 29 mai 1941, après une campagne éclair bien menée, les Britanniques prennent le contrôle du pays sans susciter le moindre soulèvement et rétablissent l'ancien régime. Le pétrole irakien est sous bonne garde. La réaction allemande n'a fait que compromettre Vichy et offrir un prétexte en or aux Anglais pour ôter l'épine du Levant. Fort du soutien des Français libres, Churchill ordonne à Wavell de déclencher l'opération Exporteur à peine une semaine après la fin de la guerre en Irak le 8 juin au 11 juillet 1941. Cette fois, les combats sont acharnés. Le général Dantz, à la tête des troupes de Vichy, demande le retour de la Luftwaffe. Mais ses supérieurs refusent et Hitler est omnubilé par les derniers préparatifs à l'Est. En un mois, le Levant passe sous contrôle gaulliste et Churchill obtient la victoire qui compense politiquement les désastres de Crète et de Libye. Rapidement, l'invasion de l'Union soviétique conduit le vieux lion à se tourner contre un troisième État neutre, l'Iran. Non seulement son occupation couperait l'Allemagne des ressources asiatiques, mais surtout permettrait de prêter main forte à l'Union soviétique via le Caucase. Le prétexte est cette fois la menace fantaisiste d'une cinquième colonne allemande. L'affaire déclenchée le 25 août est réglée en 80 heures avec l'aide des soviétiques qui occupent le nord du pays. Pour 3 mises minimes et un faisant preuve d'un opportunisme d'un vieil impérialiste chevronné aux antipodes des valeurs de la charte de l'Atlantique, Churchill est parvenu en 4 mois à sécuriser le Moyen-Orient, se lier aux soviétiques et installer la frontière turque, dissuadant Ankara de céder aux sirènes de l'Axe. Le message de fermeté envoyé à l'Empire, en particulier aux Indes, est clair. Le temps n'est pas venu d'agiter le spectre de l'indépendance. Ironiquement, la menace va venir à cet égard de l'ami américain. À partir de 1942, 30 000 GIs débarquent en Iran pour transformer la région en un tapis roulant charriant plus de 6 000 tonnes de fournitures par jour vers l'Union soviétique. Roosevelt entre dans le grand jeu. Ses conseillers courtisent le Shah, l'empereur iranien, et le soft power est un terme utilisé depuis la fin du XXe siècle pour désigner la capacité d'un acteur politique à agir sur un autre par la séduction avec des moyens non correctifs et non par la contrainte ou la menace. Séduit facilement des populations en quête d'émancipation. En accueillant le roi en 1945 sur le croiseur USS Kinsey, Roosevelt place ainsi durablement l'Arabie et ses immenses gisements pétroliers sous l'orbite américaine. Comme on l'a vu, au début du XXe siècle, la politique de Churchill est centrée sur Istanbul et les détroits, l'autre sur Téhéran et le golfe Persique, en relation avec l'axe stratégique qui relie le Royaume-Uni et l'Inde britannique, afin de mettre en échec l'Allemagne. Pourtant, Hitler n'a jamais envisagé sérieusement cette région comme un centre majeur de la guerre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, et également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.